Defense Secretary Pete Hegseth continues to try and distance himself from a September strike on a boat in the Caribbean suspected of smuggling drugs. It comes amid bipartisan backlash and concerns of potential criminality. That's because the U.S. carried out a secondary strike. Nous devons parler d'un événement très grave qui s'est produit récemment au Sénat. Et le simple fait que cela n'ait pas dominé le débat public montre à quel point une partie du pays s'est habituée aux crises constitutionnelles au cours du second mandat de Trump. En juin 2025, la Chambre a adopté une résolution de destitution contre Donald Trump après que le président ait ordonné des attaques militaires non autorisées contre des installations nucléaires iraniennes. La Constitution exige que le Congrès soit consulté avant toute action de cette ampleur, et l'initiative solitaire de Trump constituait une violation directe des règles régissant l'usage du pouvoir de guerre. Les cibles comprenaient des complexes sensibles tels que Ferdor, Natanz et Esther Holland, bombardés après une annonce faite par Trump le 21 juin 2025. Tout indique qu'il a décidé, de son propre chef, de lancer des opérations militaires contre un autre pays, sans chercher à obtenir l'aval du législateur, ni présenter de justification formelle. C'est là que l'histoire prend un tournant significatif. Lorsque la résolution est arrivée au Sénat, les dirigeants républicains ont choisi de reporter son examen. Une manœuvre procédurale qui, dans la pratique, enterre le processus sans analyse approfondie, sans débat sur les faits et sans jugement. La motion de report a été approuvée selon la division partisane, et Trump a ainsi échappé à son troisième procès en destitution. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginent, cela n'a pas été célébré par l'aile la plus fidèle au président. Au contraire, une partie considérable du mouvement pro-Trump a réagi avec indignation, affirmant que les républicains du Sénat auraient protégé le président de répondre publiquement de ce qu'ils considèrent comme un abus d'autorité, et même un possible crime de guerre. La répercussion s'est amplifiée lorsque de nouvelles informations ont indiqué que Trump changeait régulièrement sa version des faits, susciter la méfiance même parmi les sénateurs traditionnellement alignés sur la Maison-Blanche. La situation est devenue encore plus délicate lorsqu'un amiral a été convoqué pour témoigner et que des personnalités influentes au sein du parti ont commencé à exiger l'accès aux enregistrements, aux ordres écrits et aux registres internes liés aux attaques. Les déclarations publiques des parlementaires ont clairement montré qu'ils ont été disposés à enquêter. Nous allons obtenir tous les enregistrements audio, tous les documents et nous allons tout analyser, a déclaré l'un des principaux leaders républicains dans le domaine de la défense. Ce type de déclaration indique que certains secteurs du gouvernement lui-même se préparaient à tenir quelqu'un pour responsable, et de nombreux analystes pensent que la stratégie consistait à faire porter tout le poids de la décision à la hiérarchie militaire, isolant ainsi Trump. Et c'est là que nous entrons dans une situation particulièrement inédite. Traditionnellement, lorsqu'un président fait l'objet d'une procédure de destitution, ses partisans se mobilisent pour le défendre et attaquer ses opposants. Mais cette fois-ci, le mouvement a été inverse. Les influenceurs pro-Trump, les communicateurs de l'extrême droite et une grande partie de la base MAGA ont été frustrés par la décision du Sénat de ne pas donner suite à la procédure. Ils voulaient un procès. Ils voulaient même que Trump soit obligé d'expliquer publiquement pourquoi il avait ordonné des attaques contre l'Iran sans autorisation. Ils voulaient une exposition, pas une protection. C'est un paradoxe surprenant. Les alliés les plus fidèles de Trump se sont plaints qu'il n'ait pas été soumis à une procédure de destitution. Pour comprendre pourquoi, il suffit de se rappeler qu'une partie importante de la base trumpiste s'oppose profondément aux interventions militaires étrangères et rejette l'interventionnisme classique de l'aile néoconservatrice du Parti républicain. Ainsi, lorsque Trump a lancé des attaques sans consulter le Congrès, beaucoup de ses partisans ont considéré cela comme une violation des principes, une expansion dangereuse des pouvoirs présidentiels, et un pas vers les guerres sans fin qu'ils prétendent rejeter. Lorsque le Sénat a choisi d'étouffer la discussion, cela a été perçu par ces groupes comme une tentative de l'establishment de protéger les pulsions autoritaires du président lui-même, exactement le type de comportement qu'ils prétendent combattre. Trump, quant à lui, a réagi de manière contradictoire. Il a attaqué les membres républicains du Congrès, les accusant d'essayer de l'empêcher de se défendre, tout en les critiquant pour avoir prétendument participé à une campagne visant à le renverser. C'est un schéma qui combine l'aversion pour la responsabilité et le besoin constant d'attention publique. Deux éléments centraux de sa position politique. Il en résulte une situation confuse,
dans laquelle les propres partisans du président sont divisés entre leur loyauté personnelle et leur rejet de toute action militaire non autorisée, tandis que le Congrès est confronté au défi de gérer une crise institutionnelle à grande échelle. Il a utilisé ses réseaux sociaux pour exprimer son indignation et répéter que le vote au Sénat a révélé des personnalités qui, selon lui, l'ont trahi au sein de son propre parti, tout en lançant des attaques contre les parlementaires démocrates qui ont fait pression pour l'ouverture de la procédure de destitution. En pratique, il attaque tous les camps, car la configuration politique est extrêmement chaotique et s'éloigne complètement du discours qu'il utilise habituellement sur la persécution institutionnelle. Le gros problème pour Trump est qu'avec la décision procédurale prise au Sénat, il n'y aura pas de procès. Cela signifie qu'il n'y aura pas non plus de possibilité formelle d'acquittement ou de condamnation. Les accusations restent en suspens, et il ne peut pas crier victoire, car l'affaire n'a même pas été examinée. Les implications constitutionnelles de cette situation sont profondes. Indépendamment de la sympathie que l'on peut avoir ou non pour Trump, ou de la position que l'on peut avoir sur les attaques contre l'Iran. L'article 1, section 8 de la Constitution, garantit au Congrès la compétence exclusive de déclarer la guerre. L'interprétation historique est claire, le président ne peut, de son propre chef, lancer des offensives militaires importantes contre un autre pays, sauf dans des situations très spécifiques, telles que la défense immédiate face à une menace imminente. Trump a justifié ces attaques, en affirmant qu'elles visaient à empêcher l'avancée nucléaire iranienne et à éviter tout risque pour les États-Unis et leurs alliés. Mais ce type de justification, une action préventive sans consultation, est exactement ce que les fondateurs du pays voulaient en éviter, en plaçant le pouvoir de déclarer la guerre entre les mains du pouvoir législatif et non d'un seul dirigeant. La résolution de destitution HRES 537 a qualifié ces décisions de crimes graves et de violation de la Constitution. Le texte présentait également des accusations supplémentaires concernant des attaques contre des institutions démocratiques, le non-respect de la procédure régulière et les tentatives de saper les décisions judiciaires défavorables. Rien de tout cela n'a été traité comme un incident isolé. Cela a été placé dans un cadre de comportement qui, selon les auteurs de la résolution, montre que Trump tentait d'étendre des pouvoirs que la Constitution n'accorde pas à l'exécutif, en plus d'ignorer les limites qui devraient leur fonctionner comme des freins institutionnels. Et ce n'était pas la seule tentative de destitution au cours du second mandat. Une autre résolution, la HRIS 353, présentée fin avril 2025, rassemblait 7 articles différents, dont des accusations d'entrave à la justice, de corruption et d'abus de pouvoir. Cette proposition n'a pas autant progressé que la HRIS 537, mais le simple fait que plusieurs initiatives ont été présentées simultanément quelques mois après l'investiture montre à quel point le mandat a été marqué par des crises constantes et une instabilité institutionnelle dès le début. Moins d'un an s'est écoulé depuis le début de ce deuxième mandat, et déjà de multiples tentatives formelles ont été faites pour le destituer, ce qui est sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Même pendant son premier mandat, lorsque Trump a fait l'objet de 2 procédures de destitution, les actions n'ont jamais été aussi intenses en si peu de temps. Le rythme effréné des décisions controversées du gouvernement et des accusations qui surgissent chaque semaine a contribué à pousser le Congrès à réagir à plusieurs reprises par des résolutions de destitution. Et parmi tout cela, les attaques contre l'Iran méritent une attention particulière, car les détails expliquent pourquoi la réaction a été si forte. Selon la résolution et diverses enquêtes, Trump a ordonné le bombardement de 3 installations nucléaires stratégiques, Ferdor, Natanz et une 3e structure importante, sans en avertir préalablement les dirigeants du Congrès et sans demander aucune forme d'autorisation. Il ne s'agissait pas d'attaques chirurgicales contre des menaces immédiates, mais d'offensives importantes contre des sites critiques à l'intérieur du territoire souverain iranien, avec l'objectif clair de détruire les infrastructures nucléaires. C'est exactement le type d'action militaire qui, selon la Constitution, nécessite un débat et l'autorisation du Congrès. Malgré cela, Trump a tout annoncé après l'exécution, le 21 juin 2025, comme si sa décision était incontestable. Ce comportement ignore complètement le système de freins et contrepoids qui structure le gouvernement américain et qui existe précisément pour empêcher un président de lancer, à lui seul, une escalade militaire de grande ampleur. Lorsque le vote est arrivé au Sénat, la décision de reporter l'examen de la résolution a servi de mécanisme pour enterrer la question sans avoir à en affronter les implications. Le vote équivalent à la Chambre, le numéro 175, avait déjà reflété cette division.
les républicains soutenant le report et les démocrates s'y opposant. Au Sénat, un report de ce type permet d'éviter un procès qui pourrait causer des dommages politiques incalculables. C'est pourquoi ce choix suscite tant de malaise et ouvre un nouveau front de crise au sein même du Parti républicain. Les sénateurs ont trouvé une issue qui leur a évité de prendre position publiquement sur les attaques militaires ordonnées par Trump contre l'Iran et sur les accusations qui sous-tendent la procédure de destitution. Pour de nombreux républicains mal à l'aise avec les attitudes du président, mais craignant de contrarier leur propre base, cette solution était politiquement commode. Pour ceux qui espéraient de la transparence, un débat ouvert et un verdict clair sur la conduite présidentielle, la situation a été profondément frustrante. Le choix procédural adopté par le Sénat a déclenché un conflit interne intense entre les groupes qui composent le mouvement conservateur, révélant des divisions qui étaient auparavant restées sous la surface. Parmi les partisans les plus fervents de Trump, il existe un bloc qui considère que le président devrait agir sans aucune contrainte institutionnelle. Pour eux, toute tentative d'enquête ou de responsabilisation est interprétée comme une persécution. C'est elle à célébrer le report de la procédure, le considérant comme un moyen de protéger le président. Mais il existe un autre groupe, important, actif et bruyant, composé d'électeurs qui ont misé sur Trump précisément parce qu'ils croyaient qu'il s'éloignerait de l'interventionnisme militaire des gouvernements républicains traditionnels. Ce sont des personnes qui ont vu en lui quelqu'un prêt à rompre avec la logique des conflits interminables et des aventures militaires coûteuses. Pour ce segment, les attaques contre l'Iran ont représenté une rupture de confiance absolue. Quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils croyaient être la promesse centrale de la campagne de Trump. L'irritation de ce groupe s'est encore accrue lorsqu'ils ont réalisé que le Sénat, au lieu d'exiger des explications publiques et des comptes, avait choisi de repousser la question. L'indignation s'est emparée des forums conservateurs et des plateformes alternatives, ou des voix influentes, jusqu'alors alignées sur Trump dans tous les scandales précédents. Des 2 procédures de destitution aux enquêtes criminelles, et au 6 janvier, ont commencé à prendre leur distance avec lui, précisément à cause de la question militaire. Pour ce public, la limite a toujours été l'abus du pouvoir militaire, quelque chose qu'il considère comme une ligne morale et constitutionnelle non négociable. Cela a créé une situation surréaliste. Une partie de la base qui a toujours défendu Trump exige désormais que les républicains eux-mêmes poursuivent sa destitution, ce qui est totalement contraire à ce que le président attendait à la veille des élections législatives de 2026. La résolution de destitution présentée à la Chambre avait détaillé les fondements constitutionnels contre la conduite présidentielle. Outre l'offensive militaire non autorisée, elle incluait des épisodes récents au cours desquels Trump a attaqué l'indépendance du pouvoir judiciaire, allant jusqu'à demander publiquement la destitution des juges fédéraux qui avaient statué contre ses intérêts dans diverses affaires. Cette position représentait un dangereux pas en avant dans la confrontation entre le président et le pouvoir judiciaire. Il ne s'agissait plus de critiquer des décisions, mais de défendre le remplacement de magistrats par un mécanisme extrême, réservé aux situations de corruption, d'abus ou de violations éthiques graves. La résolution décrivait cet ensemble d'actions comme faisant partie d'un schéma qui transforme le président en une menace pour le fonctionnement démocratique même des États-Unis. Même s'il s'agissait d'une accusation sévère, elle était fondée sur des faits concrets, des pressions explicites sur une branche indépendante du gouvernement, le mépris des limites constitutionnelles et l'utilisation de sa fonction pour intimider l'appareil d'État. Le document mentionnait également le rôle central de Trump dans la préparation, la rhétorique et la conduite du climat qui a abouti à l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Bien que plusieurs années se soient écoulées depuis cet épisode, les conséquences politiques restent vives. Selon les partisans de la destitution, le comportement continu de Trump, nier la légitimité de l'élection de 2020, insister sur le récit de fraude et ne jamais montrer de remords, renforce l'idée qu'il ne devrait pas occuper à nouveau cette fonction. Pour ce groupe, les attaques contre l'Iran ne sont pas un événement isolé, mais s'inscrivent dans un schéma plus large où le président agit comme s'il était au-dessus des lois, prêt à outrepasser son autorité chaque fois qu'il le juge nécessaire. En choisissant de suspendre la procédure plutôt que de débattre et de voter les accusations, le Sénat a permis à Trump d'éviter toute défense formelle ou examen public rigoureux de son bilan. Et cela se produit au milieu d'une série d'autres crises qui ébranlent profondément son gouvernement au cours de son second mandat. La procureure générale Pam Bondi fait l'objet de poursuites pour des assignations jugées abusives et pour le licenciement massif de juges
chargé des questions d'immigration. Ce qui alimente le sentiment que le ministère de la Justice a perdu toute apparence de neutralité. Kash Patel, quant à lui, fait l'objet d'accusations de mauvaise gestion de documents sensibles et d'utilisation de sa fonction pour attaquer des adversaires politiques au lieu de se concentrer sur les véritables questions de sécurité nationale. Avec tout cela qui se produit simultanément, abus de pouvoir, affrontements militaires non autorisés, tentative d'influencer le pouvoir judiciaire et persécution politique au sein de l'appareil d'État. Une image claire se dessine, celle d'un gouvernement qui ne reconnaît pas les limites légales et opère en dehors des normes institutionnelles. La somme de ces épisodes crée un climat d'instabilité qui sape la confiance du public et soulève de sérieux doutes quant à la capacité du pays à fonctionner sur la base de règles communes. La situation a atteint un point tel que Trump lui-même fait l'objet d'une procédure de destitution pour avoir ordonné des opérations militaires sans autorisation, alimentant encore davantage le sentiment que son gouvernement ne se sent pas tenu de respecter les limites légales ou les mécanismes constitutionnels. Lorsque l'on rassemble toutes ces pièces, on obtient le portrait d'un gouvernement qui traite la loi non pas comme le fondement de son autorité, mais comme un obstacle gênant à contourner. Et c'est ce schéma qui confère au processus de destitution son importance historique. Même s'il a été interrompu, les divisions internes entre les républicains dépassent de loin le mécontentement du mouvement conservateur le plus radical à l'égard des décisions de politique étrangère. Dans le même temps, il existe un malaise croissant parmi les républicains traditionnels dans le domaine de la sécurité nationale, des personnes qui défendent historiquement une forte autorité présidentielle dans les affaires militaires, mais qui estiment qu'un président doit présenter une justification stratégique, consulter les dirigeants du Congrès et démontrer en quoi une action armée sert l'intérêt national. La manière dont Trump a mené les attaques contre l'Iran a été perçue par beaucoup comme impulsive, guidée par des obsessions personnelles et par des calculs politiques internes visant à démontrer sa force et sa détermination, plutôt que par une stratégie mûrement réfléchie. Ce type de comportement déclenche des alertes au sein même du parti, car il témoigne d'un manque de considération pour les risques d'escalade et les conséquences à long terme. Le vote au Congrès a également causé un nouveau préjudice au président de la Chambre, Mike Johnson, car c'est sous sa direction que la Chambre a approuvé les articles de mise en accusation. Bien qu'il ait probablement voté contre, une partie de la base radicale l'accuse d'avoir aidé l'establishment à étouffer un débat plus large, en affirmant qu'il n'a pas exercé suffisamment de pression pour que les républicains du Sénat mènent un procès complet. Ce n'est là qu'une des nombreuses crises internes qui mettent Johnson en conflit avec différentes ailes du parti. D'un côté, l'aile directement alignée sur Trump. De l'autre, les obligations pratiques de diriger une majorité serrée. Chaque confrontation affaiblit son autorité et rend difficile la construction d'un consensus sur les agendas futurs. Tout cela survient à un moment particulièrement défavorable pour Trump, juste au moment où devrait commencer la période de plus grande unité partisane de son second mandat, la phase où un président dispose généralement d'un pouvoir politique et d'une stabilité interne accrue. Au lieu de cela, le parti se fragmente autour de questions fondamentales. Les limites du pouvoir présidentiel, la légitimité des actions militaires sans l'aval du Congrès, et la direction générale que le parti doit suivre. Les démocrates, quant à eux, assistent à ce désordre avec une satisfaction évidente, accumulant des munitions politiques en soulignant les excès du gouvernement et les omissions des républicains, ce qui sera certainement exploité lors des élections de mi-mandat de 2026. Les républicains du Sénat qui ont voté pour reporter la procédure ont désormais un fardeau délicat entre les mains. Dans les États compétitifs, défendre ce vote pourrait s'avérer compliqué, si l'opinion publique se retourne contre les attaques contre l'Iran, ou si une escalade militaire transforme cette décision en une erreur stratégique désastreuse. Ainsi, la victoire immédiate d'avoir évité un procès pourrait s'avérer être un problème durable tant pour Trump que pour le parti. En empêchant le procès, le Sénat a évité l'impact immédiat des témoignages, des gros titres et des contraintes politiques. Cependant, cela a laissé tout en suspens. Il n'y a pas d'acquittement, car il n'y a pas eu de verdict, et les détracteurs continueront à pointer du doigt la procédure de destitution comme preuve d'une conduite inappropriée que les républicains ont refusé d'enquêter sérieusement. La révolte au sein même du mouvement trumpiste est particulièrement alarmante pour le président Donald Trump. Ces personnes sont, en théorie, sa base la plus fidèle, mobilisée et prête à le défendre en toutes circonstances. Si une partie importante de ce groupe commence à s'éloigner en raison de divergences sur la politique étrangère, les conséquences pourraient être graves
pour sa capacité à diriger le parti et à façonner son programme. Des personnalités influentes de ce spectre politique laissent déjà entendre que Trump aurait été capturé par des conseillers interventionnistes, abandonnant un idéal nationaliste qui, pour beaucoup d'entre eux, était l'essence même du mouvement. Ce sentiment est dangereux, car une fois la confiance du noyau le plus fidèle ébranlée, il devient extrêmement difficile de la regagner. Et même si la procédure de destitution a été reportée, les discussions constitutionnelles ne disparaîtront pas. Les experts en droit et en politique étrangère continueront d'analyser si les attaques ont violé la résolution sur les pouvoirs de guerre et si Trump a créé un précédent qui permettrait à de futurs présidents de lancer des opérations militaires sans passer par le Congrès. Le débat juridique, politique et institutionnel est loin d'être terminé. Il a simplement été repoussé à plus tard, rendant le climat interne encore plus instable pour le gouvernement et le Parti républicain. Les tensions autour de la croissance du pouvoir présidentiel, discutées depuis des décennies par des analystes de tous bords politiques, prennent une dimension beaucoup plus alarmante face à la position adoptée par Trump. Sa manière d'agir de manière impulsive, en défiant toute limite institutionnelle et en pariant que personne ne pourra le contenir, transforme une préoccupation historique en une alerte urgente. Si un président peut lancer des attaques contre l'Iran sans l'accord du Congrès, et s'en sortir pratiquement indemne, à l'exception d'une procédure de destitution qui a été classée sans suite, quelle barrière reste-t-elle pour empêcher les futurs dirigeants de prendre des mesures encore plus risquées sur la scène militaire internationale? C'est exactement le type de question qui inquiète les constitutionnalistes conservateurs, les experts en défense et les personnalités influentes de différents secteurs de la politique américaine. Cette inquiétude est d'autant plus grande lorsqu'on la relie à l'ensemble des événements qui ont marqué ce gouvernement. Chaque controverse, prise isolément, pourrait être gérée, mais toutes ensemble, elles donnent l'image d'une administration désordonnée et encline à enfreindre les règles fondamentales. Quand on observe les violations de la vie privée impliquant Pam Bondi, en passant par la manipulation d'informations confidentielles par Kash Patel, jusqu'au président lui-même ordonnant des offensives militaires sans autorisation légale, on constate un schéma constant de non-respect des règles et d'abus d'autorité. C'est précisément cette somme d'attitudes qui renforce le discours de l'opposition, qui soutient que le second mandat de Trump est encore plus risqué que le premier, non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il maîtrise désormais mieux l'appareil d'État et s'est entouré d'alliés prêts à valider ses décisions, aussi extrêmes soient-elles. Dans ce contexte, les élections législatives de 2026 revêtent une importance extraordinaire. Elles serviront de jugement public sur la direction prise par le pays. L'histoire montre déjà que le parti du président a tendance à perdre des sièges lors de ce type d'élection. Cependant, si l'on ajoute à cela l'usure supplémentaire causée par les conflits internes, les crises enchaînées et l'érosion de l'image du leadership, les républicains pourraient subir un revers encore plus profond, tant à la Chambre qu'au Sénat. Les démocrates n'ont besoin que de quelques sièges pour reprendre la majorité à la Chambre, et ils s'activent déjà pour faire pression sur les parlementaires vulnérables dans les circonscriptions disputées, en particulier ceux qui devront justifier pourquoi ils ont voté pour bloquer la destitution de Trump, ou pourquoi ils continuent à s'aligner sur un gouvernement qui vit sous le poids de scandales successifs. Au Sénat, la situation est également délicate. Il y a des luttes serrées dans des États où l'électorat est équilibré ou que Biden a remporté précédemment. Et les républicains qui défendent ces sièges entreront dans la course avec le poids de l'impopularité du président et de l'instabilité au sein de la base alignée sur le mouvement MAGA. Si l'usure continue de s'accentuer, beaucoup de ces candidats devront mener une bataille nettement plus difficile. La ligne de communication adoptée par les démocrates a trouvé un terrain fertile, en soulignant le risque d'un président prêt à déclencher des conflits sur un coup de tête. Sans débat public ni autorisation législative, ils touchent une corde sensible au niveau national. La lassitude face aux guerres prolongées, aux dépenses militaires opaques et aux décisions unilatérales qui semblent ignorer l'intérêt de la population. Ce message trouve un écho non seulement auprès de l'électorat progressiste, mais aussi auprès des indépendants et même des républicains modérés qui reconnaissent donc les dangers d'un exécutif sans limite claire. L'impact de ce discours est si fort que même certains segments de la base électorale de Trump ont commencé à exprimer des doutes sur son discernement en matière de politique étrangère. Un signe clair que le scénario politique a évolué de manière défavorable au président. Face à tout cela, la réaction de Trump a suivi un schéma qui est déjà devenu caractéristique. Réponse impulsive, attaque dans toutes les directions et peu de disposition au dialogue. Au lieu de chercher à s'entendre avec les dirigeants de son propre parti ou d'essayer de reconstruire des ponts avec ses partisans critiques,
il a choisi d'intensifier la confrontation. Il a attaqué les démocrates pour la procédure de destitution. Il a critiqué les sénateurs républicains qui ont reporté le vote. Il a attaqué les médias pour leur couverture des événements. Et il a même réprimandé ses propres alliés pour leur prétendu manque de loyauté. Ce comportement ne fait pas qu'approfondir les divisions internes. Il affaiblit également sa position à un moment décisif pour l'avenir politique du pays. Cette posture de confrontation totale peut apporter à Trump un soulagement momentané, mais elle est loin d'être une tactique viable à long terme. Elle ne fait qu'augmenter le nombre de ses adversaires et renforcer la résistance de personnes qui, dans d'autres contextes, pourraient même être convaincues. Lorsqu'un dirigeant s'en prend à sa propre base pour des divergences d'opinion, il envoie le message qu'il ne cherche pas à construire des alliances ni à répondre à des préoccupations réelles, et cette attitude finit inévitablement par éroder son capital politique au fil du temps. Les répercussions des attaques contre l'Iran dépassent largement le cadre national. À cela s'ajoute l'incertitude quant à la manière dont l'Iran et d'autres rivaux vont réagir. Si Téhéran décide de s'en prendre aux intérêts américains dans la région ou d'accélérer son programme nucléaire en représailles, il pourrait en résulter une spirale de tensions militaires. Et si ce scénario se concrétise, la décision initiale de Trump sera considérée comme encore plus imprudente. Si les offensives n'atteignent pas leur objectif déclaré, d'empêcher l'avancée nucléaire iranienne, toute la crise générée, tant au niveau interne qu'externe, aura été vaine, laissant Trump isolé et sa base fracturée. Et si des rapports de renseignement indiquent que l'opération n'était pas vraiment indispensable ou que le président a été mal conseillé par des collaborateurs ayant leurs propres agendas, les appels à des enquêtes et à des responsabilisations s'intensifieront inévitablement. Le point central est clair. Ce qui semblait au départ n'être qu'un épisode de plus où Trump échappait à une procédure de destitution s'est transformé en une crise politique complexe, révélant de profondes faiblesses tant dans le cercle des partisans du président Donald Trump que dans le parti républicain dans son ensemble. Le rejet de la résolution de destitution a peut-être éteint un incendie immédiat, mais il en a allumé plusieurs autres, dont l'ampleur est plus difficile à contrôler. Trump est désormais confronté à une rébellion interne, motivée par son attitude agressive en matière de politique étrangère. Les républicains sont divisés sur le débat concernant les limites constitutionnelles des pouvoirs de guerre. Les démocrates, quant à eux, ont acquis de nouvelles armes à exploiter lors des élections de mi-mandat, et il n'existe actuellement aucun moyen simple d'apaiser ces tensions simultanément. Les demandes de démission formulées par les secteurs les plus radicaux ne aboutiront probablement pas, d'autant plus que Trump n'a jamais montré qu'il était prêt à quitter ses fonctions de son plein gré. Cependant, le simple fait que ces demandes émanent précisément de ses partisans les plus fidèles montre l'ampleur de la fracture qui s'est ouverte. Reste à voir si Trump parviendra à reconstituer sa base avant les élections de mi-mandat de 2026. Jusqu'à présent, les perspectives ne sont pas encourageantes. Chaque jour où ces controverses restent sans solution, les dissensions internes entre républicains s'intensifient, détournant l'attention de tout programme législatif ou de toute stratégie cohérente contre les démocrates. Ce type de turbulence interne conduit généralement à des défaites électorales, et l'attitude de Trump, jusqu'à présent, indique qu'il n'a aucun plan réel pour gérer la crise autre que d'attaquer ses détracteurs et d'attendre que la tempête politique passe. Spoiler, cela n'arrivera pas. Et le coût politique de cette absence de stratégie ne fera qu'augmenter.